Moi, je le mets en Donc, ma présentation, je l'ai intitulée COP21, l'heure du changement. C'est sur l'écran que excusez-moi. Je l'ai intitulé comme ça parce que finalement, c'est la question que tout le monde est en droit de se poser. C'est ce sommet climatique qui est annoncé de longue date, qui est présenté comme un sommet tout à fait exceptionnel. Est-ce qu'il sera à la hauteur de ses attentes? Est-ce qu'on assistera réellement à un tournant assez décisif dans ce cycle de négociations multilatérales sur le climat? Ou est-ce qu'au contraire, on risque de retomber dans le travers qu'on a observé souvent lors de COP précédentes, qui est la logique des petits pas, des progrès qu'on mesure au millimètre? Alors évidemment, je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce que ce sera un tournant décisif ou non? Mais en tout cas, ce que je compte vous présenter ici, c'est quelques éléments sur ces enjeux, ces questions centrales qui seront au cœur des débats et sur lesquelles on jaugera au final du succès ou non de cette conférence. Alors, comme j'ai le privilège d'introduire cette conférence, permettez-moi de planter le décor, effectivement. Le décor, c'est évidemment la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ça fait du monde. Vous voyez ici, c'était la COP de Doha il y a quelques années. C'est 196 parties qui sont représentées dans cette conférence. Ça veut dire 10 000 délégués gouvernementaux et environ 20 000 observateurs qui seront attendus à Paris. Donc ce sera de toute façon un sommet avec un profil exceptionnel, déjà du fait de la participation. Et aussi, ce profil va être rehaussé lors de l'ouverture de la conférence par la présence de 117 chefs d'État et de gouvernement qui sont annoncés. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors, fort heureusement, ces négociations ne se déroulent pas avec 196 personnes ou représentants gouvernementaux qui parlent chacune en même temps autour de la table. Les parties se regroupent dans des groupes régionaux ou des alliances d'intérêts divers. Alors, il existe une première grande division entre les pays, entre le Nord et le Sud, les pays développés et les pays en développement. Cette division-là, binaire, elle est inscrite en réalité dans les textes de la Convention. Donc elle est, on va dire, indépassable, incontournable. C'est une division qui est inscrite dans les textes fondateurs. Au sein de chacun de ces deux grands groupes, vous avez une constellation de groupes et d'alliances diverses et variées qui correspondent en fait à des priorités nationales, à des contextes nationaux et donc à des préoccupations particulières. Et cette diversité, elle est particulièrement présente au sein du grand groupe très, très hétérogène en fait, des pays en développement, où vous avez une gamme de situations qui vont des pays les plus vulnérables, tels que les petits États insulaires, les pays les moins avancés qui ont peu de capacité, les économies émergentes, les pays producteurs de pétrole, les pays qui ont un bassin forestier, etc., etc. Donc vous avez une multitude de situations qui justifient en fait ces différentes alliances. Alors qui dit différents contextes nationaux dit différentes préoccupations, et ces préoccupations donc qui sont liées à des circonstances nationales, elles sont très, très nombreuses, très diverses, et elles ne sont pas nécessairement au cœur des négociations, mais elles sont là, de manière transversale, elles sont à la marge des négociations. Donc pour certains pays, les questions majeures, les préoccupations majeures vont concerner le commerce, la compétitivité. Pour d'autres, l'enjeu majeur sera la diversification de l'économie, ou encore le droit au développement, l'accès à l'énergie, l'accès aux technologies, des préoccupations plus liées à des questions de migration et de sécurité. Enfin, vous avez toute une constellation de préoccupations diverses qui sont présentes et qui font que finalement ces négociations climat, c'est un peu l'auberge espagnole parce que tout le monde y amène son propre enjeu majeur. Et ceci justifie peut-être en partie la lenteur de ces négociations. Peut-être qu'on charge trop la barque en fait, des négociations climatiques en y introduisant toutes ces préoccupations. Et ça justifie peut-être au moins en partie la lenteur de ce processus. Peut-être qu'on attend trop. La Convention climat est censée protéger le climat. Elle n'est pas censée apporter une réponse à chacune de ces préoccupations. Alors, cette conférence de Paris, elle est la suite d'un processus qui a été entamé à Rio en 1992, et plus particulièrement dans le cycle récent de négociations
d'un calendrier qui a été fixé à la conférence de Durban en 2011 et dans lequel était prévue l'adoption d'un nouveau traité international de portée universelle en décembre 2015 à la COP21. Donc cette échéance, elle est tout à fait fixée, établie dans une feuille de route qui a été adoptée par toutes les parties. Et l'enjeu, vous le connaissez, c'est d'élaborer un protocole ou un autre engagement juridiquement contraignant, comme je disais, de portée universelle. Alors aujourd'hui, nous y sommes, après ces 4 années, depuis 2011, de cycle de négociation. On est proche du but, et finalement, l'enjeu de l'accord attendu à Paris, c'est un triple enjeu. C'est l'enjeu d'abord d'une ambition, c'est amener un niveau d'ambition tel qu'on puisse enfin réaliser l'objectif suprême de la Convention climat, qui est de protéger le système climatique. Donc rehausser significativement le niveau d'ambition. Un autre enjeu qui est l'équité, c'est-à-dire répartir la charge et l'effort de manière équitable, ou d'une manière en tout cas qui soit perçue comme équitable par les différentes parties, pour qu'elles puissent accepter cet accord. Et enfin, c'est un enjeu de solidarité. Solidarité pourquoi? Parce que cet accord ne vivra que si un support, notamment technologique et financier, est apporté aux pays qui en ont le plus besoin. Donc c'est vraiment ces 3 dimensions qui sont présentes dans les négociations, de manière transversale, avec des liens entre chacune de ces dimensions. Et donc très concrètement, de quoi est-ce qu'on va discuter avec donc, ces 3 dimensions qui sont là présentes à l'esprit de chacun? C'est premièrement justement de la question de l'équité et de la différenciation. Donc c'est un petit peu à la fois un accord universel qu'on attend, donc d'application universelle, mais en admettant tout de même aussi un certain niveau de différenciation entre les parties. Un autre enjeu, c'est de concrétiser l'objectif à long terme, j'y reviendrai, de définir le niveau d'engagement et de prévoir un cycle pour rehausser le niveau d'ambition de ces engagements. C'est l'enjeu de la transparence et de la responsabilité des parties via un système très robuste de monitoring. La question du financement, évidemment. Les questions très importantes pour certaines parties de l'adaptation et je vous dirai un mot sur les pertes et préjudices. Et puis la forme légale de l'accord qui sera très fortement liée au caractère contraignant ou non des engagements. Alors je vais très brièvement parcourir ces différents éléments. Donc l'équité et la différenciation. En fait, il y a quelque chose qui est incontournable, c'est le texte primaire, fondateur de la Convention, qui prévoit que les parties agissent sur la base de l'équité, que les responsabilités sont communes mais différenciées, que les parties agissent en fonction de leurs capacités respectives, et que les pays développés ont un leadership dans l'action de la protection contre le changement climatique. Mais on vit aujourd'hui, la Convention elle a été négociée en 1992, nous sommes aujourd'hui en 2015, le monde a changé. Il a changé au niveau des responsabilités de chacun et des capacités de chacun. En particulier, en termes de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales, vous voyez bien que depuis 1990, le profil des émissions mondiales a complètement été bouleversé, puisque la Chine, maintenant déjà depuis quelques années, est devenue le premier émetteur mondial, a dépassé le niveau des émissions des USA et de l'Union européenne et devient donc un responsable majeur de facto. Et donc la Chine, par exemple, peut de moins en moins se cacher derrière ce principe de responsabilité différenciée. Maintenant, il faut quand même nuancer ces chiffres en montrant que les émissions par habitant, par contre, de la Chine ou de l'Inde restent très en deçà des émissions des USA. Par exemple, la Chine, en fait, rejoint aujourd'hui le niveau d'émissions par habitant de l'Union européenne. Donc ça, c'est pour les responsabilités. Les capacités, elles ont évolué aussi. Le produit intérieur brut des grandes économies a fortement évolué. Là aussi, si on regarde par habitant, on voit que même s'il y a eu un énorme boom économique en Chine, la Chine reste loin derrière nos économies en termes de capacité, si on l'exprime en termes de PIB par habitant. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces principes fondateurs de la Convention, on va les relire, les réinterpréter sous la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire assouplir en fait cette lecture et dépasser la dualité pays développés en développement et aller vers une interprétation plus souple de ces principes. Les objectifs à long terme, ils ont été fixés déjà il y a plusieurs années à Copenhague lorsqu'on parle des objectifs de température, mais l'enjeu c'est surtout aujourd'hui de traduire cet objectif de température en un objectif opérationnel en termes de réduction d'émissions. Et là, les questions qui restent entièrement ouvertes aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point on va être précis et quantitatif
dans, par exemple, le fait de fixer l'année du pic des émissions mondiales, les réductions à atteindre en 2050, le fait d'atteindre ou pas zéro émission en 2100, et le concept de transformation de l'économie vers une neutralité carbone. Ce sont des choses que vous trouvez aujourd'hui dans le texte, entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de consensus sur la formulation de cet objectif. Donc c'est évidemment un point fondamental. La question des engagements est également fondamentale. Alors là, il faut surtout regarder ce qu'on appelle les INDC, c'est-à-dire les déclarations d'intention des engagements des parties qui ont été introduites jusqu'à aujourd'hui. C'était une demande qui a été faite à Lima. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a deux nouvelles par rapport à ces INDC, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est le taux de participation. On a aujourd'hui 159 pays, c'est-à-dire en fait la plus grande majorité des États, qui ont introduit cette déclaration. Ça représente plus de 90% des émissions mondiales. Et là, on a réalisé un pas gigantesque par rapport à Kyoto, qui représentait à peine 25 à 30% des émissions mondiales. Donc ici, aujourd'hui, enfin, on a une assiette, je vais dire, pour l'action qui est très large et qui couvre, en tout cas, l'ensemble des émetteurs majeurs dans le monde. La mauvaise nouvelle, c'est que le niveau d'ambition est insuffisant. Et là, donc, je montre ici un diagramme qui a été fait par le UNEP. Comme tradition, chaque année, UNEP sort ce qu'il appelle le Gap Report, qui quantifie le gap entre les promesses de réduction et l'objectif de 2 degrés. Vous voyez sur ce diagramme, en gris au-dessus, une trajectoire dite business as usual, c'est-à-dire on laisse courir les émissions, on ne fait rien. En dessous, en bleu, c'est la trajectoire nécessaire pour les 2 degrés. Et vous voyez en fait que en orange et en vert, la fourchette qui est liée donc aux trajectoires associées aux engagements qui ont été formulés dans les INDC, et vous voyez qu'on décroche du business as usual, on décroche des pledges, donc des promesses qui avaient été faites à Copenhague, mais on est encore très loin de la trajectoire de 2 degrés, et donc il reste un gap, un déficit à combler. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et donc, comme il reste un gap à combler, il faudra prévoir un mécanisme pour rehausser l'ambition. Et ça, c'est un des autres enjeux ici, qui est de mettre en place ce qu'on appelle un cycle d'ambition, un cycle périodique avec une révision quinquennale éventuellement des objectifs globaux et des objectifs individuels des parties. En connexion en fait avec ces objectifs, ces engagements et cette ambition, il y a la question de la transparence et de la responsabilité qui est fondamentale, parce que ce régime ne peut fonctionner de manière efficace que si les parties qui y adhèrent ont confiance dans le système. Et la confiance dans le système, elle se construit par un système de statistiques transparent qui permet à chacun de s'assurer que les parties réalisent leurs engagements et d'éviter des doubles comptages, etc., etc. Et donc d'assurer, en fin de compte, l'intégrité environnementale du régime mis en place. Et donc c'est ce qu'on appelle le cadre MRV. MRV, c'est pour Monitoring, Reporting, Verification. On va se baser sur l'acquis parce que ça fait 15 ans qu'on a un système MRV en place avec le protocole de Kyoto. Mais on va discuter des règles. Est-ce qu'on va maintenir le statu quo avec des règles très différentes pour les pays développés et en développement, ou est-ce qu'on va aller plutôt vers des règles universelles, les mêmes pour chaque État, avec éventuellement un certain degré de flexibilité en fonction du degré de développement. Une autre question qui se pose, c'est le support à apporter pour les pays, parce que mettre un système MRV en place au niveau national demande des capacités qui ne sont pas nécessairement présentes dans tous les pays. La question du financement est évidemment centrale, ça vous le savez, et là je distinguerai 2 éléments dans cette discussion, le pré 2020 et le post 2020. Alors qu'est-ce que les parties attendent principalement pour le pré 2020 ? Enfin, ce que les pays en développement en particulier attendent, c'est de la prévisibilité et de la transparence, parce qu'il y a une frustration énorme qui est liée au fait que les engagements en matière de financement n'ont jamais été suivis de promesses qui étaient à la hauteur de ces engagements, et que finalement l'argent arrive plic-ploc au compte-gouttes, et on ne sait jamais très bien qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine. Donc ce que les pays en développement exigent maintenant fermement de la part des pays développés, c'est d'avoir une prévisibilité, qu'on annonce un calendrier pour le financement et des pledges concrets. Et donc ce qu'on attend à Paris, c'est une clarification des contributions publiques et privées. Et il y a une série d'annonces qui ont été faites, par exemple en Europe, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France ont d'ores et déjà fait des annonces d'offres financières. On attend une dynamique qui fasse que d'autres donateurs annoncent également leur financement. Et puis il y a le post-2020, parce qu'on a un objectif de financement qui est de mobiliser 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2020, et puis il y a l'après.
L'après 2020 est là, la question c'est de savoir est-ce qu'on part de ce seuil, est-ce qu'on va en augmentant, comment est-ce qu'on va mobiliser plus de financement, comment est-ce qu'on va élargir les sources, où est-ce qu'on va trouver des sources innovantes pour le financement. Toutes ces questions restent non résolues et au centre des débats. Pour la question de l'adaptation et des pertes et préjudices, l'adaptation, c'est une priorité, ça a été un petit peu jusqu'aujourd'hui le parent pauvre dans les négociations, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'actions concrètes qui ont été mobilisées pour la mitigation, c'est-à-dire l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, que pour l'adaptation. Et les pays qui sont les plus exposés et les plus vulnérables au changement climatique exigent un meilleur équilibre dans les textes et une parité entre les efforts en matière d'adaptation et d'atténuation, notamment par rapport au financement. La question de la formulation d'un objectif pour l'adaptation est également assez sensible parce que autant il est possible de quantifier un objectif d'atténuation, autant il est difficile, en tout cas à l'échelle globale, de fournir un objectif, de formuler un objectif pour l'adaptation. Donc ce sont des questions qui restent aussi au centre des débats. Et puis il y a un sujet très sensible qui est la question des pertes et préjudices. C'est quoi cette question des pertes et préjudices? C'est la question qui porte sur la compensation financière des dégâts occasionnés au-delà des actions possibles d'atténuation et d'adaptation. Avec l'atténuation, on cherche à modérer l'intensité du changement climatique. Avec l'adaptation, on cherche à éviter un certain nombre, à diminuer le risque et à éviter un certain nombre d'impacts. Les pertes et préjudices, c'est quand l'impact est là et qu'il est incontournable. Et là, les pays développés ont très peur de se laisser entraîner dans un système où ils seraient liés à des obligations de compensation financière, ce qui fait que ce dossier reste aujourd'hui très critique et non résolu. Donc ça sera aussi discuté à Paris. Et puis enfin, il y a la forme légale du traité. Donc je l'ai dit, on a aujourd'hui un consensus au niveau international sur le fait que le traité lui-même sera juridiquement contraignant. Mais attention, il y a une nuance entre un traité contraignant et des engagements contraignants. Et là, il y a beaucoup de nuances à apporter et beaucoup de vues divergentes sur le caractère justement contraignant des engagements nationaux qui ont été formulés dans les IND6. Donc la question de l'ancrage légal de ces engagements nationaux reste entièrement ouverte. On ne sait pas aujourd'hui, est-ce qu'on va les graver dans le marbre, j'ai envie de dire, c'est-à-dire dans l'accord lui-même? Est-ce qu'on va laisser ça pour des décisions annexes ou est-ce qu'on va héberger ces engagements? On a là toute une latitude de possibilités avec différents degrés de contraintes juridiques. Il y a d'autres questions qui seront là aussi, que je n'ai pas le temps de développer, qui portent sur l'utilisation du sol et des forêts, les nouveaux marchés du carbone, l'action à très court terme, parce que je vous parlais du gap, là, mais le gap, il faut le remplir avant 2020 aussi, la question de la ratification de l'amendement du protocole de Kyoto, qui n'est pas résolu, la prise en compte des émissions du secteur maritime et aérien, et encore d'autres choses qui seront aussi, peut-être pas au centre, mais en tout cas à la marge des débats. Et je voudrais terminer en disant une chose, c'est que là je vous ai parlé de tout le volet institutionnel et gouvernemental, mais, et c'est aussi une nouveauté aujourd'hui, on constate que de plus en plus les acteurs dits non étatiques, c'est-à-dire essentiellement le monde de l'industrie, se mobilisent, et notamment là à l'initiative donc, de la présidence péruvienne de la dernière COP et de la présidence française de cette COP, se sont mobilisés et annoncent sur une base volontaire une série d'engagements, de self-pledges ou d'auto-engagements. Et on assiste quand même aujourd'hui à une modification du discours des grands industriels. Je cite ici un seul exemple, Gérard Mestralet, donc CEO d'un grand groupe énergétique qui affirme aujourd'hui que la croissance verte est non seulement rentable, mais qu'elle est créatrice d'emplois. Le monde de l'énergie change, on passe à un nouveau monde d'énergie décentralisé, décarbonisé, digitalisé. Ce n'est pas Greenpeace qui le dit, c'est le PDG d'un grand groupe énergétique. Et donc, des exemples comme ça, il y en a des milliers. On assiste réellement aujourd'hui à un virage dans la perception de la nécessité de la transition. Et donc, je conclurai en disant qu'aujourd'hui, effectivement, on a la potentialité d'avoir un tournant dans la lutte pour la protection du climat, parce qu'on a un momentum politique sans précédent, parce qu'on a une mobilisation transversale très, très importante d'acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, qu'on a ce saut quantitatif dont je parlais par rapport à la couverture des émissions qui sont concernées par les engagements. Et donc aujourd'hui, quelque part, cette transition bas carbone, cette transformation de l'économie,
Elle était considérée il y a 5 ou 10 ans comme une utopie et elle devient un peu mainstream. C'est quelque chose qui est aujourd'hui à notre portée et de plus en plus généralement admise. Évidemment, il y a des questions qui restent. La question de l'ambition, du caractère juridiquement contraignant, du financement, financement pour l'adaptation en particulier, qui, si elles ne sont pas résolues à Paris, risquent encore de faire échouer cette conférence malheureusement. Et puis il y aura l'après-Paris, parce que si on a un accord à Paris, il faudra ratifier, et donc il y aura un processus de ratification qui sera à suivre de près au niveau des gouvernements et des parlements nationaux. Et aussi l'atteinte d'un quorum, puisque ce sera le même système que pour Kyoto, il y aura un quorum pour l'entrée en vigueur du nouveau traité. Donc voilà, j'ai parcouru tout ceci un petit peu vite, mais j'espère vous avoir donné un éventail des principaux enjeux de cette conférence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Étienne, c'était très très clair.